Bonjour tout le monde, ici Savage Crypto. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Cryptomania, alias Gabriel. C'est une des rares personnes en 2022 qui avait réussi à caler le début du bear market alors que tout le monde était encore bullish. Donc, bienvenue Gabriel, puis je suis vraiment content de te recevoir sur ma chaîne. Très honoré. On en avait parlé. Je pense que j'ai reçu deux fois sur ma chaîne. Donc, très honoré encore une fois là, d'être sur la scène pour une première fois. Tu es un trader professionnel, c'est ce que tu fais de ta vie. Tu trades les stocks du marché traditionnel, tu trades aussi dans le marché des crypto-monnaies. Comment ton parcours a évolué depuis la dernière année? Depuis la dernière année, ça a évolué beaucoup, je te dirais. Donc, au préalable, dans nos dernières rencontres, j'étais plus précisément un swing trader crypto, Bitcoin, Solana, un peu plus les major caps. Puis quand il y a des bons setups dans les plus petits market caps, mais en général, quand je swing, c'est sur les plus grosses capitalisations, plus de liquidité, plus d'accès au leverage, etc. Dans la dernière, dans le dernier 6 mois, je pourrais dire, je suis en train de faire une transition sur un peu moins de swing trading en crypto, étant donné que ça va jouer avec, pas nécessairement mes émotions, mais tu sais, quand tu trades un marché, tu es investi dans un marché, souvent, aller short quand tu as des dépositions longues sur le long terme, etc., ça peut être contradictoire. Puis le range qu'on a depuis 6 mois, depuis mars, je pense que ça fait maintenant pratiquement 7 mois qu'on est dans ce range-là, a été quand même meurtrier. On s'est fait piéger à la hausse, on s'est fait piéger à la baisse, etc. Et je voyais que ça nuisait sur mes émotions, sur ma vision long terme de ce marché-là. Donc, comme tu as dit, je trade pour des firmes, des propres firmes qu'on appelle dans le marché traditionnel des futures, donc Nasdaq, l'huile, Gold et SP500, plus focus sur le SP500 et Nasdaq. Mais j'ai fait la transition de swing trader crypto à scalper sur les indices boursiers. Et honnêtement, j'aime un peu le tandem que je fais présentement en focusant sur mes investissements, ma vision long terme en crypto et en focusant sur mon day trading des indices. Parce que quand on essaie d'avoir les yeux à gauche, à droite, de trader de la crypto, trader des indices, investir en crypto, faire de la recherche de projet, ça peut devenir beaucoup. Puis pour ma part, je n'ai pas d'équipe, je travaille en solo. Ça devenait effectivement beaucoup. Donc, présentement, je focus sur mon scalping et swing trading en crypto. Un peu de côté. Quand on va retomber dans un trend haussier, certainement là, que je vais me prendre des positions swing crypto. Mais pour le moment, le marché est extrêmement difficile. Je pense que beaucoup de monde, on le voit là sur Twitter, etc., sur les réseaux sociaux, ça flippe de bias à tous les 2 secondes. Donc, c'est un peu mon évolution que j'ai faite présentement. C'est une transition de swing trader à scalper sur les indices. Et honnêtement, j'apprécie vraiment cette transition-là. La tendance était plus haussière sur le marché traditionnel comparativement au marché des crypto-monnaies, là. En crypto-monnaie, ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on consolide. Donc, c'est un marché qui est extrêmement dur à trader, là. Fait que j'imagine même pas que quand tu es dans les deux marchés, dans la même journée, en train de faire du scalping, d'avoir un marché qui consolide, donc qui chop de côté, puis d'un autre côté qui est plus sain, là, qui a une tendance plus définie, là. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est beaucoup plus. Honnêtement, le marché crypto, si tu vas sur les petits time frames, il peut être intéressant, mais je suis un trader quand même, gros time frame, 4 heures, daily, 1 heure minimalement là, du côté des cryptos, un peu moins sur la 15 minutes, etc. Et quand je me transpose sur les indices, là, je trade dans 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Je trade pour quelques heures par jour. Donc, je suis capable de faire ma session du matin, faire mon backtesting, mon analyse, ma journalisation dans l'après-midi. Puis après ça, passer, m'occuper de ma blonde ou peu importe, t'sais. Sans être qu'il faut que je trouve le prochain trade crypto. Tu sais, ça peut être, on s'est fait massacrer sur le altcoin. Mon portefeuille était majoritairement altcoin. C'est une erreur que j'ai faite là, dans ce cycle-ci, malheureusement. On ne peut pas toutes les avoir. Mais voir mes altcoins, le Bitcoin descendre en même temps, être tout le temps sur ces chartes-là, euh, m'intéressait plus, honnêtement. T'sais. Mhm. Ça va revenir. Dans le fond, une des raisons pourquoi je t'ai invité sur ma chaîne, ben, parce que je t'ai dû t'inviter, mais aussi parce que je pense que ça fait vraiment du sens là, en ce moment, où est-ce que là, les gens perdent espoir, puis ils perdent espoir à un moment où est-ce que qu'il faut vraiment pas. Je pense que on est à
la veille là, d'une prochaine montée parabolique sur le Bitcoin. Euh, Moi, je suis encore bullish sur le marché des crypto-monnaies. Je pense qu'on a encore là, pour au moins un an encore là, où est-ce qu'on va avoir des gains assez impressionnants. Je voulais avoir ton avis, avoir l'avis là, d'un professionnel, justement, de quelqu'un qui trade, qui se connaît là, dans le trading, que ce soit dans la finance traditionnelle ou les crypto-monnaies. Rendu là, c'est du trading. Toi, ton avis, Gabriel, pour la suite du bull run, est-ce que tu penses que avec la performance là, hâtive des crypto-monnaies, parce qu'une performance comme on a eu sur le Bitcoin, aussitôt dans un cycle, on n'a jamais eu ça. Euh, Avant même le halving, on a réussi là, à dépasser le all-time high un petit peu. Est-ce que tu penses que ça marque un top de marché ou on est présentement dans une consolidation pour aller plus haut pour la suite du bull run? OK. Ben, pour commencer, je dirais, il faut comprendre de où est-ce qu'on arrive puis où est-ce qu'on s'en va. Tu sais. Fait que depuis, on peut aller sur la théorie du cycle des 4 ans. Je sais que tu as fait une vidéo il y a de ça pas très longtemps. Le Bitcoin marche sur trois choses. Ils vont marcher sur l'offre et la demande, donc l'effet du halving. On va couper l'offre qui met sur les marchés de moitié, donc ça va faire augmenter le prix. Il va aussi marcher sur la spéculation. On spécule. Quand on a eu les ETF en 2023, on avait la spéculation comme quoi les ETF allaient arriver, etc. Une spéculation que ça va devenir une réserve mondiale ou quelque chose du genre. Puis on a aussi la liquidité. Donc, dans l'année 2023, on marchait vraiment sur l'effet de liquidité d'une certaine façon. On va pouvoir peut-être avoir des chartes après, mais on marchait vraiment sur la spéculation et sur l'effet de l'offre et la demande en se disant, OK, là, ça fait 10 ans, 12 ans, peu importe, qu'on coupe de moitié, on va avoir le même effet. Fait qu'on spécule que la valeur va augmenter. Présentement, ce qui arrive, c'est qu'on a un effet qui diminue. Sûrement que vous avez déjà vu là, la charte qu'on a des ronds qui deviennent de plus en plus petits avec le temps. Mhm. C'est la diminution de l'effet. Je pense que c'est ce qu'on voit présentement avec le halving. Donc, on a une certaine perte de, d'effet et c'est tout à fait normal. Au début, on passait de 50 bitcoins à 25, ou je n'ai pas les chiffres exacts là, pour les professionnels du halving. Mais présentement, la diminution, 3,125 en ce moment. c'est minime. Donc, l'effet devient de plus en plus petit et la spéculation, c'est un peu atténué pour le moment. Donc, au début de l'année, on avait nos ETF qui ont été un record. Je pense que c'est l'ETF avec le plus de succès dans toutes les histoires des ETF, qu'on parle de l'huile, or, peu importe les ETF, Bitcoin a été le plus grand succès. Donc, déjà là, on sait qu'il y a un intérêt, on sait que c'est un actif. C'est un actif de 1,2 trillion. C'est là pour rester. Euh, je pense pas que c'est un top de marché. On a eu un top local, certainement. Là, je pense qu'on peut le confirmer après 6 mois de descente. C'est Mhm. un top local. Un top qui va être important à surveiller aussi, probablement dans l'histoire du Bitcoin. Si jamais on a un cycle comme les autres, qu'on part vers 120 000, peu importe le chiffre qu'on se rend, ça va être encore une fois, comme qu'on voit à chaque fois, l'ancien top est une zone de potentiel bottom. Où ce qu'on arrive présentement, c'est que bon, le halving est passé, la spéculation des ETF est passée. La prochaine spéculation qu'on peut avoir, c'est les élections américaines. On a Donald Trump, qui est, on pourrait Et on dire maintenant sait bullish. un fervent défenseur du Bitcoin pratiquement, qui a été à la Bitcoin conférence pour parler, que s'il est élu, là, on peut spéculer. Je pense qu'il a dit qu'il allait travailler, je ne suis pas sûr, là, sortez-moi les mots de sa bouche, mais qu'il allait travailler à bâtir une certaine réserve de Bitcoin, ou du moins ne jamais vendre les Bitcoins que le gouvernement possède, qui est une énorme réserve. Puis si jamais la CIA a créé le Bitcoin, bon, on pourrait avoir une énorme réserve encore plus grosse qu'on pense. Donc, il a dit qu'il n'allait pas vendre les Bitcoins, qu'il allait peut-être travailler à bâtir une réserve de Bitcoin, d'emmener l'innovation crypto à l'intérieur du pays. Donc, de ce côté-là, c'est une certaine spéculation qu'on va s'attendre. C'est une spéculation que j'aime voir, c'est une spéculation qui alimente un peu notre, quand on est en crypto et qu'on croit à la technologie, etc. Puis on a Ouais. aussi l'effet de liquidité. La Je t'ai spéculation, montré juste une pour charte. enchérir sur ton point, Ouais, elle n'a pas commencé encore. La spéculation sur les élections en ce moment, mais elle ne paraît pas sur la performance du Bitcoin. En tout cas, pour l'instant, on, exactement. on continue toujours, ça peut dire la descente vers le sud, là.
on est clairement encore toujours dans une structure baissière, là, mais à voir si à partir de fin septembre, octobre, que là, on risque de voir là, là, un marché qui anticipe là, justement les élections, puis les élections de Trump, parce qu'il y a des bonnes chances de gagner selon moi. Là. Présentement, selon les sondages, etc., il est en avance. Je ne sais pas si tu te souviens, on recule de 2 mois à la tentative d'assassinat de Trump. On a eu un pump. Pourquoi? Parce que là, on venait de. Tu sais, il se battait contre Joe Biden. On ne se le cachera pas, Sleepy Joe, il n'était pas vraiment. Il n'y avait pas grand chance de gagner. Encore moins après la tentative d'assassinat. Depuis qu'ils ont mis Kamala vraiment de l'avant, il y a un petit doute chez les personnes. Bon, est-ce que finalement Trump va gagner? Contre Joe Biden, c'est une victoire quand même assez logique. Mhm. Je ne sais même pas si Joe va se rendre aux élections, entre autres mots. Mais d'ici là, c'est un peu plus, comme tu dis, la spéculation n'est pas nécessairement commencée. On spécule qu'il va gagner, mais on n'est pas certain. On a une certitude qui est partie un peu depuis qu'ils ont changé euh, d'élu, ou je ne sais pas comment ils appellent aux États-Unis. T'sais. Donc, la spéculation va arriver de plus en plus qu'on va arriver. Présentement, il est en avant, je pense, 53% contre 46% dans les polls. On sait qu'il a mis la RFK de son côté. Donc, de ce côté-là, on est quand même bullish, quand même positif. Et là, on ne viendra pas à mon opinion politique. Mais si Trump gagne, ça va être bon pour nos portefeuilles. On peut rien que le dire comme ça. Mhm. Tu parlais de liquidité, Puis, justement. c'est ça. Le troisième élément, ça va être la liquidité. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la liquidité, etc., les gouvernements doivent stimuler l'économie pour augmenter le PIB, pour keep up. Donc, ils ont une dette, les gouvernements empruntent. Pour keep up avec la dette, on doit stimuler l'économie d'une certaine façon. Dans les dernières années, depuis le top de 2021 exactement, en fait, c'est quand la Fed avait tourné hawkish, qu'on appelle. Donc, la Fed a commencé à augmenter leur taux d'intérêt, a commencé à réduire leur balance sheet, donc leur réserve d'actifs. Présentement, on est à un tournant global où les banques centrales, la Fed américaine, etc., ont tellement resserré la vis solide que ça a causé des dommages dans l'économie. C'est généralement ce qui se passe, en fait, depuis 2008 du côté de la Fed américaine. On serre la vis, on desserre la vis, etc. On arrive dans un tournant où techniquement, si on suit les cycles, les gouvernements vont devoir augmenter la liquidité pour refinancer les dettes, pour être sûr de keep up avec le GDP, pour ne pas créer des grosses crises de l'emploi, comme on voit peut-être un petit début de crise de l'emploi aux États-Unis, rien de certain. On va voir les chiffres demain, peut-être l'entrevue ne sortira pas demain, mais vendredi, on a les chiffres sur le non-farm payroll et le taux de chômage aux États-Unis. Ça va être des chiffres vraiment importants qui vont peut-être pouvoir faire bouger le marché. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils vont devoir augmenter la liquidité un jour ou l'autre. Si je peux partager une charte bien vite, je vais te montrer une corrélation que j'ai faite. Je montre ça. Donc, c'est une corrélation. Je change ici. Est-ce que tu vois bien ma charte? Oui, super bien. Donc, la charte à ma droite que vous avez, c'est vraiment la liquidité de la Fed nette. Euh, OK, le calcul est quand même long. Donc, il prend le reverse repo, Treasury, General Account et beaucoup d'autres data. Si on regarde ici avec le Bitcoin, je vais dézoomer parce que j'ai nos visages dans le champ. Si on compare avec le Bitcoin, ici, on peut voir qu'il y a vraiment une corrélation pratiquement exacte avec cette net Fed liquidité-là. Donc, dans la première épreuve, on avait dans le fond, c'est 2020-2021, durant la pandémie, on avait augmenté drastiquement la liquidité. C'est la plus grande augmentation de liquidité qu'on a connue de l'histoire depuis que les gouvernements cheatent le système comme ça en injectant de la liquidité qui provient de nulle part. Donc, on a eu notre cycle haussier vraiment magistral, un cycle haussier qui a euh, augmenté la capitalisation des crypto-monnaies jusqu'à 2-3 trillions de dollars, ce qui est énorme. Après ça, on a notre bear market ici. Donc, on peut voir que la corrélation est pratiquement parfaite. Ce n'est pas nécessairement de jour en jour, mais on peut voir que du top au bottom de la liquidité, c'est pratiquement là, de la même semaine à 1 ou 2 semaines près du bottom du bear market. Après ça, on a une montée qui est un peu plus rangy et c'est exactement ce qu'on a eu du côté du Bitcoin aussi. Donc, on a une montée, on a rangé. Au moment où on a bottom ici au niveau de la liquidité et qu'on a reparti à la hausse, ce qui n'est pas nécessairement si on va
d'échelle en échelle, on peut voir que le Bitcoin augmente beaucoup plus en niveau de capitalisation, mais si on regarde simplement le mouvement, on peut voir qu'ils sont identiques. Donc, on a augmenté. Au moment où on a topé, comme on peut voir, le top, c'est à peu près le 11 mars. Là, ma ligne n'est pas nécessairement exacte. Mais autour du 11 mars, on a aussi trouvé un sommet de marché du côté du Bitcoin. Et pour le moment, on transige de côté en descendant au niveau de la liquidité. Et on fait le même pattern du côté du Bitcoin. Donc, selon certains analystes, je ne suis pas nécessairement un expert en liquidité, donc je vais aller me référer à des analystes comme Michael Howell, comme Thomas On Market sur Twitter, qui nous a fourni justement cette charte-là, qui est selon moi quand même assez très précise. Il prévoit là, de son côté qu'on va aller avec les reverse repos. Donc, pour les reverse repos, c'est un programme gouvernemental qui permet aux institutions financières, entreprises, etc., d'aller chercher un capital à faible intérêt, faible taux, s'ils sont dans un problème de cash flow. Donc, avec les reverse repos, en général, vers la fin du quartier, ces entreprises-là vont devoir redonner la liquidité ou certains vont le faire, certains ne vont pas le faire. On devrait aller chercher un plus bas. Donc, à court terme, on pourrait quand même aller voir un plus bas du côté du Bitcoin, aller chercher plus de liquidité, créer plus de peur, plus de capitulation. Je ne sais pas où on va se rendre. Je vois des chiffres partout, 40 000, 44 000, peu importe. En toute honnêteté, j'en ai aucune idée, donc je ne vais pas me proclamer là-dessus. Mais si je suis un peu la trajectoire de la personne qui nous a fourni cette charte-là, qui est assez précis pour le moment, on pourrait avoir un dernier drop avant, pour le dernier quartier de l'année, qui sont généralement des quartiers bullish, vraiment repartir à la hausse et repartir pour le reste de l'année, probablement jusqu'à mi-2025, fin 2025 encore une fois, pour retourner vers nos 7,2 trillions. Puis, je vais te montrer une autre charte que je t'avais montrée en pré-entrevue, mais qui n'est pas la liquidité, parce que la charte que je t'ai montrée, c'est la liquidité de la Fed américaine précisément. Si je te montre cette charte-là que je t'ai montrée, qui est quand même intéressante, que j'ai montrée souvent durant mes live streams, c'est le Global M2. Donc là, ce Global M2-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre 21 des plus grandes banques centrales. Donc, on parle de la Fed américaine, de la Banque centrale d'Europe, Great Britain Bank, Chine, Japon, etc. Ils en prennent 21 des plus grandes économies mondiales et ils vont calculer le M2. Donc, on peut voir qu'il y a une certaine aussi corrélation si on zoome sur cette charte-là et peut-être les personnes à la maison peuvent aller sur le site internet BG géométrique, aller analyser la charte par eux-mêmes. Mais on peut voir qu'en général, on a une corrélation. Présentement, comme vous pouvez voir, le M2, qui est la ligne bleue devant vous, a consolidé pendant un certain temps et présentement, on est en breakout. Même si la Fed se fait un peu plus hawkish, on l'a vu hier encore, la Banque centrale du Canada a encore une fois diminué ses taux d'intérêt. La Banque d'Europe diminue ses taux d'intérêt. La Fed va être la dernière à le faire présentement. La Banque de Chine a commencé à stimuler, la Banque du Canada stimule, toutes les grandes économies stimulent, à part le Japon, qu'on a pu voir que pour la première fois en 20 ans, ils ont augmenté leur taux d'intérêt. Ça a créé une petite panique. Il faut comprendre qu'ils avaient augmenté leur taux d'intérêt de 0,15 à 0,25 ce qui est rien. On était à 5,5 du côté des États-Unis. Mais en général, les banques centrales commencent à stimuler, à rajouter de l'argent dans le marché. Et c'est juste la logique, il faut comprendre. T'sais. Plus qu'il y a d'argent dans le marché, plus qu'il va y avoir d'inflation, moins que nos actifs, comment dire, plus que de l'argent dans le marché, plus que nos actifs vont augmenter. C'est simplement l'offre et la demande, un concept assez simple. S'il y a 10 dans le marché et que tu as 10 pommes, le prix est le même. S'il y a 20 dans le marché et qu'il y a 10 pommes, les pommes valent le double. On peut comparer un concept assez simple. Comme qu'on peut voir là, depuis la crise financière de 2008, là, on avait un global M2 qui augmentait la schéma jaune, vert que vous avez devant vous. Bon, je suis daltonien. Le schéma vert que vous avez devant vous et le M2 Growth, donc la croissance d'année en année. On peut voir que si on prend la moyenne de tout ça, on a probablement un mean, une average autour des 7% par année et qu'on avait la plus grosse contraction du M2 depuis environ une dizaine d'années. C'est tout à fait normal après qu'on a eu on peut voir qu'on a eu une augmentation aussi drastique là, durant, on a augmenté à quoi 18% par année, 20% par année durant la pandémie. C'est pour ça qu'on a eu une inflation autant grosse. Si vous allez à l'épicerie, tout est 2 fois le prix. C'est tout à fait normal. On augmentait l'argent dans le marché au rythme de 21% par année. Si on aurait continué à faire ça pendant des années, je ne pense pas qu'on aurait fait encore 1 an ou 2 qu'on aurait une crise financière mondiale et ça aurait probablement été le chaos. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contracté largement. C'est ce qu'on a vu quand on a vu le crash. Mais regardez, si on regarde
le M2, quand on s'en va en négatif, ça coïncide à peu près avec les bottoms de marché du côté. J'ai essayé de mettre les petits trucs devant nous, mais ça coïncide avec les bottoms et les pics du côté du M2 coïncident aussi avec les sommets de marché. Présentement, on est en croissance continue et comme je vous ai dit, parce que ça fait 1 an, 2 ans qui rétractaient cette liquidité-là, etc., ils se doivent là, de retourner avec un M2 qui grandit. Selon moi, sans être trop extrémiste, là, il y a du monde, je vois, qui disent des pressions de 1 million de dollars Bitcoin, etc. Le M2 devrait retourner là, vers le average, simplement comme qu'on fait tout le temps, on peut calculer avec nos déviations standards. On risque de retourner autour des 8%. Et en général, on garde ça pendant 1 an, 6 mois, 1 an et demi, peu importe la distance environ. Je n'ai pas fait l'average du M2 Growth, mais on se dirige vers cette direction-là. C'est un peu pourquoi je reste bullish sur le marché, même si au niveau technique, c'est pas beau. On ne se cachera pas. Si on ferait simplement de l'analyse technique, je ne serais plus dans ce marché-là. On est présentement en territoire de bear market, en dessous de notre moyenne mobile des 200 derniers jours. On brise les structures de marché, etc. La seule chose qui me garde vraiment dans ce marché-là, autre que la spéculation, parce que la spéculation ne va pas faire en sorte que je vais mettre autant de mon capital investi dans un marché à risque. Mais ces données-là, comme je vous ai montré avec la liquidité, le M2 ici qu'on peut voir devant nous qui va commencer à augmenter et qui devrait augmenter pour au moins 1 an. On est à 6% présentement environ. Ça ne retombera pas à zéro demain matin. On va rester à 6 à 8% pendant au moins 1 an avant que les banques vont devoir, encore une fois, répéter le même cycle, contracter un peu simplement pour mettre un peu de l'eau sur le feu pour le calmer un peu. Après ça, on rallume le feu puis on continue la danse. Moi, Gab, Donc, où une la charte quand même liquidité, intéressante à mettre. c'est moi où la liquidité suit, en tout cas, étrangement, les cycles de 4 ans sur le Bitcoin. Ben, je pense plus que c'est le Bitcoin qui suit le cycle de 4 ans Ouais, de la liquidité. C'est à peu près tout est coordonné tellement parfaitement présentement. Tu as les cycles des élections des 4 ans qui marchent avec le cycle du Bitcoin, qui marchent avec le cycle de liquidité. On est un peu en tandem. On a une bonne orchestre pour faire de l'argent dans le marché des crypto-monnaies si on comprend ça. Tu comprends? Parce que mec, qu'on arrive au sommet, là, c'est la même chose que j'ai fait cette erreur-là en mars. Honnêtement, on avait, comme tu as dit, on a monté, on avait passé le sommet historique. Je pensais qu'on allait à un cycle qui allait terminer plus tôt. C'est un peu ma théorie. Théoriquement, je pensais qu'on aurait été pratiquement en sommet de marché aujourd'hui parce que j'étais un peu aveuglé justement sur le niveau technique du Bitcoin fondamental et mis de côté un peu la liquidité qui digue vraiment le marché global, bon du trésor, commodité, actifs à risque. se faire des nouvelles théories, tu sais, comme dans l'ancien cycle, le narratif, c'était les cycles qui s'allongent. Là, le narratif, Ouais. en début de cycle 2023-2024, le narratif, c'était ben ce cycle-ci, ben, ça va être un cycle plus court. Mais tu sais, ultimement, ce qui a toujours Mhm. resté, c'est les cycles de 4 ans. Mais je suis pas comme blind sur cette idée-là, là, mais je pense que tu sais, si on fait pas allusion à tout ce qui se dit, puis qu'on reste à ce qui a toujours fonctionné, puis de se garder justement un plan B de si, mettons, le plan du cycle 4 ans ne fonctionne pas, je pense que tu as des meilleures chances de réussir que si tu suis toujours le narratif qui véhicule sur les réseaux sociaux. Là. Ouais, puis tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui disent, on en a parlé un peu en pré-entrevue, là, du monde qui disent, ah, on va avoir une récession, ça va être le crash des marchés, le crash ultime, 2008 se répète, etc. Ce que je peux donner comme conseil aux gens, c'est que ça, on ne peut jamais le savoir. Mm. Oui, il y a des Michael Burry qui vont le savoir, ok? Mais probablement que les gens, sans vouloir insulter personne, qui écoutent l'entrevue aujourd'hui, ne sont pas des Michael Burry. T'sais. C'est extrêmement difficile. Et Michael Burry a été en tort pendant quoi? 2 ans. Il était à moins 500 millions avant d'avoir raison. T'sais. Il a resté solvant plus longtemps que le marché pouvait rester irrationnel, mais souvent, ça n'arrive pas. T'sais. Fait qu'essayer de prévoir des cataclysmes du genre, je pense que c'est un peu inutile. Je pense que c'est essayer d'être plus intelligent que ce qu'on a devant nous. Puis le cycle des 4 ans qui rime avec élection, liquidité, halving, donc offre et demande et spéculation, c'est la chose à regarder devant nous. Fait que je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut suivre le cycle des 4 ans et pas essayer de se laisser aveugler par tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux de crise, etc.
peut-être qu'on va avoir un crash. Je ne peux pas savoir. Si on en a un, une meilleure opportunité parce qu'ils vont revoir partir la liquidité encore plus agressivement que ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait en 2008. Ils ont changé totalement le système après un crash pour créer le système qu'on a aujourd'hui qui nous permet de capitaliser quand on comprend ce qui se passe vraiment. Je pense que, tu sais, même si, mettons, tu sais, les cycles de 4 ans, ben, c'est, ça risque d'être ça qui va se produire, mais pas nécessairement. Ce qu'on a vu avec 2024, c'est quand même que dans le 4 ans qui s'écoule, ben, tu as des performances qui sont totalement uniques d'un cycle à un autre. Tu sais, on l'a vu là, avec les performances en début de cycle sur le Bitcoin cette année. Le cycle passé était aussi tout à fait unique. Fait que, à l'intérieur du 4 ans, je pense que c'est ça qui risque tu sais, de changer puis d'être un peu imprévisible. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là? Les cycles changent toujours et honnêtement, aller voir des. On check souvent des fractales. On peut pas le savoir. Non. C'est quoi ta question? Est-ce que j'ai comme eu Ça va. un Ben, blind? dans le fond, je pense qu'on est d'accord les deux sur les cycles de 4 ans. Le point que j'amène, c'est Mhm. que, puis c'est un peu ça que j'ai réalisé là, dernièrement avec le all-time qu'on a eu sur le Bitcoin là, en 2024. Ben, ça nous prouve que même si on reste dans des cycles de 4 ans, puis je ne sais pas si ça va rester éternellement, mais si on reste avec des cycles de 4 ans, ben, ce qui se passe dans le 4 ans, il n'y a personne qui sait comment ça va se dérouler d'un cycle à un autre. Peu importe le fractal que tu utilises, peut-être que tu vas avoir pris le bon fractal, mais rendu là, c'est de la chance, je pense, rendu là. Parce que on peut pas savoir comme toutes les nouvelles macro économiques, toutes les nouvelles fondamentales qui peuvent arriver. Ce qui a fait en sorte qu'on a eu un all-time high sur le Bitcoin aussitôt dans le cycle, selon moi, c'est vraiment les ETF Bitcoin. Donc, des nouvelles vraiment qui étaient vraiment bullish, puis qui amenaient de la liquidité tôt dans un cycle. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a accéléré là, niveau performance sur le Bitcoin, mais on ne pourra jamais comme, savoir comment ça va, comment ça va aller d'un cycle à un autre. Je pense que Mhm. ça sera toujours différent. Tout à fait d'accord avec toi, justement. Désolé pour le petit blanc de mémoire. Tout à fait d'accord. Je pense que, justement, d'un, tu as raison. Le ETF nous a emmenés au all-time high. C'est vraiment ce qui nous a propulsé. Pas juste la spéculation, parce qu'en 2023, on avait notre spéculation des ETF, mais l'effet que l'ETF a eu sur le supply, euh, on checkait, les ETF absorbaient 2, 3, 4 fois plus de Bitcoin que ce qui était miné. J'ai analysé aussi, on peut peut-être en revenir un peu plus tard, j'ai analysé un peu l'effet des ETF. C'est pas tant des smart investors qui achètent les ETF. Mais du côté des fractales, on peut tout le temps retrouver un peu l'histoire qui rime dans le passé. Tu sais, souvent, on dit ça, l'histoire rime, mais n'est pas identique. C'est ce qu'on voit un peu avec les fractales. C'est qui Benjamin Cohen qui a eu pas raison toute l'année dernière et que là, dans cette petite portion-là du 6 mois, a raison. Et là, tout le monde est comme, ah, on répète 2019. C'est 2019, tu sais. Mais on n'a pas répété 2019 avant ça, simplement la descente, tu sais. Donc, on ne peut pas nécessairement répéter les fractales. Les fractales, c'est un peu des psyops qu'on appelle. Donc, on n'a pas les mêmes données économiques. On n'a pas les mêmes conditions Capitalisation. de liquidité. On n'a pas la même capitalisation. Tu sais, je vois du monde qui dit OK, le Bitcoin a fait x20 du bottom, on va faire x20 encore. Je suis comme, on est à 1 trillion, Ouais, pas 1,2 les mêmes. trillion de market cap, Johnny. Non, on n'a pas les mêmes joueurs, plein Tout est d'éléments. différent. Fait que, oui, on peut regarder, OK, dans le passé, il s'est passé ça. Est-ce qu'on pourrait répéter quelque chose de semblable? Mais on ne peut pas dire, OK, dans le passé, c'est passé ça, il va se passer ça. La seule chose qu'on peut dire ça, c'est quand la liquidité augmente, le Bitcoin augmente parce qu'il réagit, il est sensible à la liquidité. Comme je te parlais aussi en pré-entrevue, il y a certaines façons de voir la valuation du Bitcoin et c'est sur ce que je travaille présentement. Il y a certaines choses qui se répètent au niveau on-chain euh, qui nous indiquent des sommets de marché, etc. C'est des données qui sont stationnaires, qui vont bouger comme ça. Ce pas des fractales de prix. Avoir, OK, le Bitcoin a monté de 30%,
en septembre, il va monter de 30% en septembre, etc. Tu sais. Mais tu peux voir ce qui s'est passé dans le passé sur le on-chain. C'est pas là pour te dire court terme qu'est-ce qui va se passer avec le marché, mais donner de la conviction sur le long terme, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, ça permet de voir d'un autre angle que tu peux pas voir juste avec le technique. Parce qu'en ce moment, comme tu dis, tu regardes techniquement les charts sur le Bitcoin, ben, les charts sont vraiment bearish. Il n'y a comme aucune raison de croire que pour l'instant que ça va continuer de monter, mais quand tu regardes d'autres indicateurs, il y a façon d'être plus optimiste. Ben, je pense, tu sais, quand tu regardes, mettons, l'analyse technique, c'est un peu regarder une pièce de théâtre d'en avant. Puis quand tu vas on-chain, tu vas aller regarder un peu ce qui se passe derrière. D'une certaine façon, tu vas voir, bon, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière les rideaux? Ah, OK, les long-term holders sont en train d'accumuler, puis les short-term holders sont en train de capituler présentement. Ce qui se passe présentement, c'est exactement ça. Les long-term holders accumulent, les short-term holders se font, ils capitulent, tu sais. Ils sont Mhm. en perte, ils deviennent inquiets, etc. C'est normal aussi. La plupart du temps, les short-term holders sont des spéculateurs, donc on brise des niveaux techniques qui vont devoir sortir. Mais je pense que c'est la seule façon de prévoir, c'est vraiment de regarder ce qui se passe sur liquidité et de vraiment être focus là-dessus. Je suis un peu vendu présentement sur la théorie du 4 ans. Halving, liquidité, élection. Autre que ça, je me suis fermé un peu les yeux sur le technique pour les positions long terme. Quand on fait du trading, il faut regarder le technique, bien sûr, là, pour les traders qui sont dehors, mais je pense que Mhm. la meilleure chose, c'est de focuser sur le Pour, fondamental présentement. avec l'analyse des investisseurs long terme, je pense que ça va commencer à être intéressant dans le marché quand ils vont commencer à vendre. Mais tu sais, en ce moment, quand tu fais l'analyse tu sais, purement graphique de ces outils-là d'investisseurs long terme, tu sais, c'est sûr que tu ne peux pas faire la différence entre une correction qui mène vers un bear market ou une simple correction où est-ce que là, les investisseurs long terme voient ça comme une opportunité pour tu sais, remplir davantage leur bague. Puis, quand que, il va y avoir la montée, parce qu'on sait les investisseurs long terme, ben, c'est un peu la smart money, ben, pendant les montées, c'est là qu'ils déchargent leur bague. Fait que c'est pas bearish quand tu vois des investisseurs long terme vendre, c'est qu'ils savent quand vendre, puis qu'ils vendent par palier graduellement lorsqu'ils sont à profit. Fait que je pense que, en tout cas, on peut interpréter ça comme on veut, mais je pense que c'est vraiment euh, une période où est-ce qu'eux, ils voient que c'est une opportunité pour euh, ajouter davantage. Fait que, à voir là, si ça se passe comme ça. Là. Mais oui, effectivement, super intéressant de voir qu'est-ce qui se passe derrière la scène, comprendre un petit peu plus, là, puis d'avoir un peu plus de conviction quand tu analyses le technique, ben, il n'y a pas grand-chose là, à regarder là, en ce moment. Présentement, c'est honnêtement, si on check que le technique, on est en bear. Si on regarde bien que la charte, on regarde la charte en daily, on n'est pas en bear market. Il faut comprendre qu'on a, tu sais, on est à quoi? 20% du all-time high, là, on n'est pas dans les bas-fonds des égouts, là. Mais lower high, lower low, on brise les structures, on consolide en dessous de nos... Tu sais, on consolide en dessous de notre moyenne mobile des 200 derniers jours. Puis, il y a du monde qui vont rire, ah, tu utilises des moyennes mobiles. Je suis comme, ça a été prouvé à travers le temps. Puis on regarde, on consolidait. Là, on l'a popé au-dessus. Là, je suis comme, bon, good. On a fait ça 3 fois. Je suis comme, bon, good. On est en business. Le trend va recommencer à être aussi. Bam! On se refait smasher en dessous. Je suis comme, OK, bon. Ça fait 2 fois. Là, on a fait une troisième fois. Puis je suis comme, c'est dur à prévoir présentement. Le monde qui disent qu'ils sont capables de prévoir le market présentement, il y en a certainement. Là, il y a des bons traders. Mais c'est complexe. C'est complexe. Mhm. Pour ma part, vraiment pas, c'est pas mon edge présentement, puis j'ai pas peur de le dire. Là. Pour que le Bitcoin aille plus haut, c'est comme un mal nécessaire de faire tu sais, un reset sur les émotions qu'on a vécues avec la dernière montée. Parce que on peut pas comme si tu montes d'un coup, c'est pas une montée qui est soutenable. Fait que là, on a eu une montée, on a une consolidation qui dure là, depuis quasiment 6 mois, qui risque de continuer en septembre. Euh,
Le sentiment est clairement négatif auprès de la majorité des gens sur les réseaux sociaux. Les indicateurs on-chain, la plupart ont été bien resetés parce qu'on le sait Mhm, souvent, c'est comme un indicateur que j'aime bien puis que la majorité connaissent, le Newpol. Ben, si tu montes trop vite, puis tu montes dans la zone d'euphorie, ben, souvent, quand tu touches une fois à la zone d'euphorie, c'est fini. Le cycle, mhm. il est fini. Tu sais, il y a une fois dans un cycle qu'on a touché dans la zone euphorique là, deux fois. C'était en 2013, je pense, là, si je me rappelle bien. Mais tout de suite, dans tous les autres cycles, chaque fois qu'on touchait à la zone euphorique, là, c'était pas mal fini. Fait que là, tu sais, en ce moment, cette zone-là, je pense que c'est une période qui est nécessaire pour faire un reset sur le marché, pour aller plus haut. Puis il faut quand même dire qu'on consolide près du all-time high, de l'ancien all-time high. Fait que je pense, en tout cas, je pense que c'est positif. Mais pour la suite, dans le fond, ça me laissait penser que, tu sais, dans le fond, dans l'ancien cycle aussi, en 2021, on a eu Michael Saylor qui vendait quasiment ses employés pour acheter Bitcoin. On a eu Elon Musk qui a parlé souvent de Dodge. Ça donnait de la visibilité au marché des crypto-monnaies. Tesla acceptait les bitcoins comme paiement. En début 2024, on a eu les ETF. Fait que là, ça, les ETF, c'est derrière nous. ETF Bitcoin, ETF Ethereum, Ethereum qui n'a pas de grand-chose. Je me demande, pour aller plus haut, ça prend toujours un hype de plus en plus grand. Puis là, je me demande, qu'est-ce qui va alimenter la prochaine montée? Qu'est-ce qui peut être plus important là, que le prochain Michael Saylor qui achète des bitcoins? Qu'est-ce qui peut être plus hype là, que les ETF qu'on a eus? Je me demande, c'est quoi qu'est-ce qu'on va avoir justement pour alimenter la prochaine montée? Qu'est-ce que tu en penses? On peut laisser aller notre imagination. Tu sais, faut qu'on. Tu sais, mettons, si on repart Michael Saylor et Elon Musk, il avait commencé à acheter et à en parler 2020. Au 2021, lors du pic, c'est là que tout le monde en parlait vraiment de ces gars-là. Tu sais. Eux autres, ils étaient déjà dans le marché depuis 6 mois, 8 mois, un an. Présentement, c'est dur à dire parce qu'on a comme eu toutes les cataclysmes. On a eu les ETF. On a BlackRock maintenant qui chill. Tu sais, on a Larry Fink qui chill le Bitcoin chaque semaine pratiquement, ou il est un peu plus actif lors du sommet. C'est un peu du temps-là qu'on le voit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir comme spéculation. Si Trump y est élu, là, on pourrait Ouais. tomber dans une spéculation qu'on va avoir une réserve de Bitcoin, comme on disait au début, de 1 million de Bitcoin ou peu importe. Est-ce que ça va à contresens contre l'idée du Bitcoin en général? Peut-être, l'idée d'être décentralisé des gouvernements, etc. Maintenant, on s'en vient avec une entité gouvernementale qui adopte le Bitcoin. On avait aussi le El Salvador. Est-ce qu'on va avoir d'autres petits pays comme ça? On a vu des petits pays, mais rien de trop gros. Ouais. Est-ce que le Bitcoin va dépasser, disons, Apple, puis ça va être notre cataclysme, ça va être notre spéculation? On a eu Michael Dell qui a commencé à s'intéresser. On va voir d'autres compagnies qui vont le mettre sur leur balance sheet. On sait qu'il y a beaucoup de banques qui l'ont déjà sur leur balance sheet sous forme d'ETF. Donc, je n'ai peut-être pas l'imaginaire assez grand pour te donner une réponse excitante. Mais c'est un peu ce que je vois. Peut-être que si Trump est élu, on va commencer à dire que le Bitcoin va devenir une forme de backing pour le dollar américain. C'est ce qu'il a dit. T'sais, je veux dire, il devait être payé 1 million là, pour aller à la conférence de Bitcoin, donc il en a donné pour son argent. Là, mais Ouais. ouais, c'est dur à dire. Bon, Ça. Je pense je qu'il va pense que falloir voir des je nouvelles pense que qui vont nous ça va sortir. être intéressant de voir qu'est-ce qui va alimenter justement la prochaine montée parce que ça prend de quoi de nouveau, ça prend de quoi de gros, de toujours de plus en plus gros pour Mhm. soutenir une plus grosse montée. Fait que je pense que peut-être on le sait juste pas. Puis ça va nous surprendre tous. Là. En fait, ce serait probablement le meilleur scénario là, pour alimenter la prochaine Ben, montée. tu sais, Trump il est en train de bâtir une application DeFi en partenariat avec AV et Ethereum. Est-ce que ça peut être un cataclysme pour nos altcoins? Ça peut être quelque Peut-être. chose d'intéressant à aller voir. Tu sais.
qui est en train de bâtir ça. J'ai vu Donald Trump Jr., son fils, dans le fond. Je pense que c'est Donald, son fils. Justement, qui parlait de ça, que ça fait longtemps qu'il travaillait, qu'il est en partenariat avec Ethereum puis AV pour bâtir une application de DeFi. Ça va ressembler à quoi? Ça va-tu être des bons du trésor officiels tokenisés? Ça va-tu être quelque chose du genre? T'sais? Si on a un élément du genre, ça pourrait amener de la spéculation du côté de nos altcoins. Parce que même si on a le Bitcoin qui monte, honnêtement, on a besoin d'un peu de spéculation là, du côté des altcoins, je ne te le cacherai pas. On Mhm. est à quoi? Moins 80% sur beaucoup de nos altcoins. Donc, on aurait besoin d'un petit Trump qui part des bons, peut-être des bons du trésor, peut-être de quoi du genre, mais vraiment d'officiel, tu sais, en partenariat. Il y a le BRICS qui lance leur propre monnaie, peut-être adossé par l'or. Ça peut emmener d'une certaine façon une spéculation comme quoi Bitcoin is next. Euh, donc non, notre imaginaire peut être loin. Tu sais. Un peu Mhm. d'opium, ça fait jamais de mal. Exact. De toute façon, on sait que le mouvement d'argent part du Bitcoin, puis après ça, quand le Bitcoin a fait son mouvement, ça va généralement dans les altcoins. Je pense que même Mhm. si la prochaine montée est alimentée principalement par les institutions, bien, il y a encore beaucoup de retail dans le marché qui vont faire bénéficier là, les altcoins. Donc, je pense que c'est juste une question de temps pour la alt season. Je pense pas que c'est nécessairement le temps en ce moment d'être dans les altcoins. Euh, Parce qu'on sait quand que le Bitcoin fait son mouvement, ben, c'est souvent au détriment des altcoins. Mais il va y avoir un temps, il va y avoir d'autres alt seasons, même si on l'attend depuis un bout. Euh, Parce que généralement, le Bitcoin a surperformé là, la grande majorité des altcoins. Puis c'est une minorité qui a surperformé le Bitcoin. Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, il y a eu Tao, ça c'est sûr, puis quasiment toutes les crypto-monnaies de l'AI. Mais quasiment toute la majorité des altcoins, de la DeFi, je serais prêt là, à parier Mhm. n'importe quoi, qui ont toutes superformé le Bitcoin. Fait que c'est juste pas le temps, mais je pense que ça viendra. Euh, pour résumer, Gabriel, dans le fond, pour ta position envers le marché actuel, fait que dans le fond, bearish, court terme, mais sur le long terme avec les indicateurs que, que tu consultes là, avec les analyses on-chain, technique, la liquidité. Dans le fond, toi, tu es toujours bullish. C'est ça que je comprends? Court terme, neutre, bearish. Si je me fie juste à la charte, je pourrais dire. Euh, Facile, une réponse facile, j'en ai aucune idée. Sur le Mhm. court terme, honnêtement. Long terme, je suis encore bullish. Je suis encore exposé à pas 100%. Là, dans le fond, ce que je fais, c'est que mes profits du trading, en général, mon cost of living, il est quand même assez bas, honnêtement. Je ne suis pas quelqu'un de super dépensier. Fait que j'ai la chance de pouvoir mettre la plupart de mes profits de trading dans le marché des cryptos. Fait que je continue de faire du DCA sur des tokens de qualité, selon ce que je pense qui va se passer durant le prochain cycle. Donc, je reste aussi, honnêtement, je- à moins qu'il y ait un Black Swan event, je pense qu'on est correct. Je pense qu'il faut rester calme. On s'est fait massacrer pendant 6-7 mois. C'est pas le temps nécessairement de lâcher la bataille. Est-ce que je peux avoir tort? Puis finalement, c'était notre top de marché? Peut-être. Si c'est ça, tant pis. On n'a pas raison sur tous nos tests. Mais selon moi, je reste aussi, honnêtement, pour 2025. Fin 2024. Fin 2024, optimalement, 2025, je reste aussi à moins qu'il y ait, comme je te dis, là, guerre civile aux États-Unis qui part après les élections ou un Black Swan qu'on peut laisser notre imagination aller, qu'on ne peut pas prévoir malheureusement. Par définition, un Black Swan, c'est imprévisible. Hein. Que, tu sais, de toujours Exact. rester dans la peur de il va arriver tel événement, ben, tu as des bonnes chances de juste pas saisir une opportunité. Fait que, Tu sur sais, ton avis aussi. Ouais. ben, tu sais, je voyais beaucoup de monde qui disent, un petit point, là, qui disent, ah, Warren Buffett, il vend, Warren Buffett, il vend. Warren Buffett, il est en extrême profit depuis très longtemps. Il arrive à la fin de ses jours. On ne se cachera pas. Là. Un humain meurt un jour. Malheureusement, Warren Buffett va mourir. Donc, protéger sa legacy, son premier euh, point, son premier objectif. Oui, il vend, mais il vend à profit.
Il est en cash, mais il détient énormément de bons du trésor. Est-ce que c'est intelligent de détenir du bon du trésor quand on va diminuer des taux d'intérêt? C'est une stratégie très passive. Donc, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Parce que je voyais beaucoup de gens là, se détromper avec ça qui disent ouais, mais Warren Buffett, tu penses que tu es mieux que Warren Buffett? Je suis comme non, mais on n'a pas la même tolérance au Ouais, risque. exact. J'ai 27 ans, je peux me permettre de perdre tout et me refaire 100 fois. Peut-être pas 100 fois, mais tu comprends le principe. Donc, Exact. petit conseil pour tout le monde, là, restez patient, bâtissez-vous des skills, arrêtez d'être focusé sur ce que vous voyez, puis allez vraiment apprendre pour vous-même. Il y a certaines ressources. On a Alex, il y a plein de monde, là, des bonnes ressources. Si vous voulez vous former en chaîne, il y a Alex aussi qui avait une formation en chaîne. Je ne sais pas si c'est encore actif, je ne sais pas si c'est encore dans ce domaine-là, mais allez vous former, c'est la meilleure chose à faire sur moi. Puis restez calme, restez patient, investissez pas plus que vous êtes prêt à perdre, puis touchez pas au meme coin, à part une petite portion de vos portfolios. C'est le conseil que je peux vous donner. Pour te suivre, on fait comment? YouTube à Tokenmania, Twitter à Tokenmania. Euh, j'ai un Discord, un peu plus actif dans le Discord. C'est à peu près les places qu'on peut me trouver. Là. OK. Merci là, énormément, Gabriel, pour avoir accepté l'invitation. Puis, écoute, on se reprend pour refaire un retour sur le live d'aujourd'hui.